Trump 2, vers quel monde? Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis. Dans un monde qui reste dominé par les États-Unis, dans un contexte géopolitique trouble et troublé avec l'Ukraine, le Proche-Orient ou encore la conflictualité qui oppose les États-Unis à la Chine, on se demande légitimement vers quelle tendance va se diriger l'administration Trump pour les 4 prochaines années. Alors, il y a bien sûr des éléments pour le comprendre qui vont nous permettre de percevoir la situation et peut-être de nous projeter vers l'avenir. Il y a la personnalité de Trump, ses convictions politiques. Il y a aussi son bilan politique dû à son premier mandat en tant que 45e président des États-Unis. Il y a son administration qui l'entoure et il y a aussi une situation géopolitique dont il hérite et dans laquelle il va falloir se projeter. Pour discuter de tous ces éléments, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel dans les rendez-vous de la géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, pour essayer de comprendre quelle va être la politique adoptée par l'administration Trump, il y a un premier élément qui saute aux yeux, c'est Trump lui-même, avec une personnalité éruptive et des convictions parfois étonnantes. C'est vrai que dans un premier temps, pour essayer de trouver quelle pourrait être l'évolution stratégique des États-Unis à l'avenir en géopolitique, il convient de s'arrêter sur la personnalité du nouveau président des États-Unis, a fortiori c'est Trump. Je saisirai l'occasion de ce début de séance pour quand même, si vous le voulez bien, insister sur l'importance cruciale de la problématique telle qu'on la pose, parce qu'on voit bien quand même que les États-Unis, effectivement, restant la plus grande puissance au monde, chaque fois qu'on a un changement de président des États-Unis et un changement d'administration, il est très très opportun que d'essayer d'anticiper quelles pourraient être les évolutions des grands principes stratégiques des États-Unis, a fortiori dans une période dont on mesure bien qu'elle est quand même particulièrement tendue en termes de logique géopolitique. Alors là, on est amené à essayer de chercher déjà quelles pourraient être les tendances à travers la personnalité de Donald Trump et les convictions de Donald Trump. Mais je crois que quand on va chercher à dessiner un peu la personnalité de Donald Trump, on va comprendre assez vite les aspects tels qu'il pourrait s'en déduire en termes de conviction. On a effectivement quelqu'un dont la réputation première est qu'il a un tempérament assez vif, qu'il est ombrageux, qu'on voit bien que généralement dans une situation de tension, on lui prête le fait de réagir sous une impulsion assez première. Et donc évidemment, en termes de géopolitique, ça peut interpeller. Mais je crois que là, il y a déjà une première nuance qu'il qualifierait de mettre en place. Alors je sais bien que certains de nos auditeurs pourraient être étonnés du fait que spontanément, on accole le qualité de nuance par rapport justement à ce qu'on est en train de dire sur la personnalité de Donald Trump. Mais je pense que en réalité, ça va quand même être assez important parce que justement par rapport à ce qui pourrait être dans le champ de ses convictions sur lequel on sera amené à revenir tout à l'heure, il y a peut-être une première distinction qui s'impose, c'est qu'en réalité, il y a clairement une partie qui est plutôt liée à tous les aspects de macroéconomie et de négociations commerciales, et puis il y a des aspects qui seraient plutôt liés, on va dire, à la diplomatie ou à la stratégie militaire. Et là, on sent d'ailleurs qu'en fait, on a quelqu'un qui apprécie les accords bilatéraux, dans le cadre de négociations et qu'il est plutôt, il réfrène plutôt toutes les logiques qui seraient plutôt d'un exercice diplomatique qui serait multilatéral et qui l'enfermerait dans des alliances dans lesquelles il n'a pas forcément envie de se prolonger. Je demande à nos auditeurs de bien entendre ce qu'on est en train de dire parce que ça, on sent bien que c'est quelque chose qui va avoir une empreinte tout au long des aspects qu'on va être amené à évoquer. Alors évidemment, on ne peut pas totalement se satisfaire d'une description comme celle-là, qui non seulement est un peu lapidaire, mais vraiment trop globale ou très générale. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'avoir une confirmation de ce pressentiment à travers 2 exemples en particulier qui vont être plus factuels et qui vont avoir le mérite que de concrétiser certainement ces perspectives. Le premier exemple, qui est assez intéressant me semble-t-il, c'est la réaction que Donald Trump avait lors de son premier mandat sur une question de réflexion qu'il avait sur la Corée du Sud. Et là, en fait, je me sers du prologue d'un ouvrage de Bob Woodward qui s'appelle « Peur,
Trump à la Maison-Blanche. Alors, je rappelle qu'on parle bien du premier mandat et que c'est une édition de 2018. Donc, ça nous permet de nous remettre déjà dans les perspectives telles qu'elles existaient. Et dans ce prologue, Bob Woodward de nous narrer le fait que Trump était exaspéré à chaque fois qu'on arrivait sur le dossier sud-coréen. Alors, c'est un peu inattendu par rapport aux logiques habituelles auxquelles on est confronté en géopolitique. Mais pourquoi un tel agacement? Parce que c'est le terme d'agacement qu'il convient d'avoir là. Il était même en train de vitupérer dans les bureaux de la Maison-Blanche. Parce qu'en fait, il y a 2 chiffres qui l'obsédaient. Et ça, c'est très révélateur, me semble-t-il. Le fait que le maintien des forces américaines coûtait 3,5 milliards aux contribuables américains chaque année pour assurer la sécurité de la Corée du Sud, et le fait que la balance commerciale américaine était déficitaire de 18 milliards avec la Corée du Sud. Donc, si on voulait faire une sorte de symbiose ou de synthèse dans l'esprit de Trump, si vous me permettez, ça arrivait au fait qu'il y avait un déficit de 21,5 milliards, même si on est en train de mélanger des choses qui n'ont rien à voir, parce qu'en fait, là, non seulement on avait un déficit de 18 milliards sur la balance commerciale, mais la nécessité qu'en plus de payer la sécurité de gens qui nous coûtent cher, sera à hauteur de 3,5 milliards. Donc, en fait, Trump était toujours en train de s'agacer en faisant remarquer qu'il n'y avait pas de raison qu'on paye 3 milliards 500 millions à des gens à qui on donnait déjà dans des accords dont on sentait bien qu'ils voulaient les remettre en cause 18 milliards. Et donc en fait, dans ce prologue, Bob Woodward de montrer que l'administration de Trump faisait appel aux officiers supérieurs de l'armée pour lui expliquer que stratégiquement, militairement, ça avait quand même un intérêt et que l'intérêt est de pouvoir déceler quand est-ce que les Nord-Coréens, de façon hypothétique, soient amenés à tirer des missiles, parce que en fait, là, ça nous permettait pour les États-Unis d'être au courant beaucoup plus rapidement et que donc il y avait un intérêt stratégique à rester en Corée du Sud. Donc là, on voit très bien qu'il y a l'impétuosité, mais qu'elle est liée à des questions de négociation ou de balance commerciale, et que c'était d'ailleurs un angle particulier sous lequel il voyait ça, en laissant de côté plutôt les questions qui étaient inhérentes à la stratégie militaire. Mais là, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Parce que le deuxième exemple, de ce point de vue-là, me semble aussi très révélateur. Cet exemple est tiré en 2019 d'une situation où il y a un drone américain qui avait été détruit par des forces iraniennes. Et là, on se retrouve dans un contexte qui est purement militaire. Et dans ce contexte-là, ces conseillers de l'armée, et en particulier de l'US Air Force, avaient dit au président des États-Unis, 45e président des États-Unis, bon, la rétorsion qui s'impose, c'est qu'on soit amené à bombarder 3 lieux en Iran pour faire comprendre le mécontentement, pour s'inscrire dans un rapport de force classique, et donc pour montrer ce qu'est la puissance des États-Unis. Et là, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'en réalité, Trump a fait un tweet lui-même, 10 minutes avant le lancement de l'opération, en disant « j'annule l'opération ». Et j'annule l'opération parce qu'après avoir interrogé mes officiers, j'ai appris qu'à minima, ça devait occasionner 150 morts. Et je trouve que c'est beaucoup trop disproportionné par rapport à la perte d'un seul drone. Ça, c'est très différent de l'image qu'on pourrait avoir spontanément de lui. Et à mon sens, l'explication réside dans le fait que Trump n'est pas quelqu'un qui spontanément est porté sur les questions militaires ou sur les guerres. Je vous rappelle que quand même c'est lui qui a initié le retrait de l'Afghanistan, qui a été concrétisé par Biden plus tard. Et donc là, on se retrouve paradoxalement sur une prudence ou un recul qui ne correspond pas, on va dire, aux réactions plus spontanées telles qu'on les a qualifiées précédemment dans les accords bilatéraux commerciaux. Donc là, on a une ambivalence en termes de caractère et à mon sens, elle s'explique, il faudra qu'on aille plus loin, par rapport au centre d'intérêt premier de Donald Trump, dans lequel là, sa personnalité s'exprime plus spontanément, je serais en train de tenter de dire. Mais par contre, sur les aspects plus proprement géopolitiques ou militaires, là, il a fait preuve de beaucoup plus de retenue, ce qui va nécessiter, pour qu'on puisse répondre à notre problématique, qui, rappelons-le, s'interroge sur l'avenir du positionnement des États-Unis et sur les influences que ça peut avoir dans le monde, là, il va falloir qu'on aille chercher d'autres éléments et qu'on aille plus loin. C'est intéressant cette dissociation que vous opérez entre le Trump commercial, le big business, et celui qui est le diplomate ou qui réfléchit diplomatie et géopolitique, et voir comment finalement la deuxième question, le deuxième pilier est inféodé au premier. Ça, c'est, vous l'avez dit, c'est en partie un
un héritage qu'on a vu concret de la première présidence de Trump. Et justement, c'est un réflexe qu'on a souvent dans les rendez-vous de la géopolitique que de parler du passé pour essayer de mieux se projeter à l'avenir. Et là, on a une chance inouïe, c'est qu'on voit le théâtre des opérations qui a été commis entre 2016 et 2020 par le 45e président des États-Unis. Oui, alors c'est effectivement très tentant. Et vous avez raison de rappeler que c'est souvent un exercice auquel on se prête. Mais là, je crois qu'il va falloir qu'on procède autrement. Parce que d'abord, si on regarde bien ce qui s'est passé sur ce premier mandat, bah, on se rendra bien compte, c'était le cas d'une de nos séances, qu'on avait fait d'ailleurs il y a plusieurs années. Y a-t-il une doctrine Trump? Et on s'était rendu compte, je ne sais pas si vous vous en souvenez Olivier, qu'on avançait au fur et à mesure et que suivant les circonstances, on avait bien du mal à essayer de trouver une ligne directrice, telle que les présidents américains s'efforcent encore une fois de les tracer dans la doctrine. Et puis il y a un deuxième paramètre qui me paraît important d'ajouter, si vous le voulez bien, c'est qu'en plus, là, en l'occurrence, en ce qui concerne l'exercice d'une administration qui prend le pouvoir, en se basant uniquement sur le passé, on risque de s'empêcher de voir s'il pourrait y avoir une évolution. Et là, la question que je pose, je la reformulerai peut-être à travers, comment dire, une formule particulière. Trump 2, est-ce que ça peut être Trump 2.0? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une évolution entre les deux? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de différent? Et là, c'est fondamental pour voir quelle pourrait être l'attitude des États-Unis dans le monde. Me semble-t-il, il y a une approche en particulier qu'il faut faire, c'est étudier quelle est l'équipe qu'il est en train de mettre en place ou qu'il a souhaité mettre en place avant que de devenir le 47e président des États-Unis 20 janvier 2025, et en particulier sur les postes qui sont les plus importants par rapport à la géopolitique. Alors d'abord, on a Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, c'est-à-dire l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Et là, ce qui est assez intéressant, évidemment, en termes de profil, d'abord, il est considéré comme un vrai diplomate. Ça, c'est quelque chose. Il y a d'autres nominations qui, je vous prie de le croire, sur des questions politiques intérieures, sont beaucoup plus sujets à la controverse. Mais il a la réputation de très bien connaître le sujet, d'être véritablement un diplomate. Mais il y a quelques autres aspects qui ne sont pas inintéressants à mettre en avant parce qu'ils vont déjà nous permettre de mieux percevoir la réponse telle qu'il convient de l'esquisser dans le cadre de notre problématique. D'abord, c'est quelqu'un qui était considéré comme un néoconservateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui était plus ou moins prêt à être dans une logique qu'on a notamment connue dans la première décennie du XXIe siècle, des États-Unis très interventionnistes, dans une démarche un peu missionnaire qui consistait à presque forcer le monde à connaître la liberté sous la férule ou sous la tutelle des États-Unis. Et d'ailleurs, c'est bien la guerre à laquelle on pense, la guerre en Irak, lancée en Irak en 2003, et Marco Rubio était favorable à cette guerre. Alors qu'aujourd'hui, il a évolué, et c'est intéressant, parce que c'était un candidat qui était candidat à la primaire républicaine contre Donald Trump en 2016. Et en fait, il a beaucoup plus évolué vers l'isolationnisme, on va y revenir, ou faire une prise de distance. Et donc, il a rejoint, ne serait-ce que dans une logique sur laquelle on va aboutir, idéologique Donald Trump. Alors après, en plus, c'est un fervent partisan de l'État d'Israël. Donc là aussi, on a une indication qui est très claire. Et c'est quelqu'un qui prône une diplomatie assez forte et assez musclée, et avec l'Iran, et avec la Chine. Donc là, on voit bien à travers ce qu'on est en train de dire qu'il y a quand même un certain nombre de points qui sont en train de se mettre en évidence. Le deuxième poste, me semble-t-il, qu'il faut prendre en considération, c'est le poste qui a été octroyé à Mike Waltz, conseiller à la sécurité spéciale auprès du président. Alors, ce qui est assez intéressant sur ce poste de conseiller à la sécurité, d'abord, c'est qu'il est totalement indépendant de l'acceptation du Sénat. Ce n'est pas le cas de la plupart des postes dans une administration. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est quelqu'un qui est totalement indépendant et du département des Affaires étrangères et des départements de l'armée. C'est quelqu'un qui a un bureau à la Maison-Blanche et qui parle directement au président des États-Unis. Donc là, on a affaire à un poste qui est crucial sur les questions de sécurité. Et le profil est très, très intéressant parce que c'est l'une des rares personnes qui a une vraie carrière politique et une vraie expérience militaire. D'abord, il faut rappeler qu'il est colonel dans les Bérets Verts. Je rappelle pour celles et ceux qui auraient un doute que c'est les forces spéciales aux États-Unis, qu'il a été décoré 4 fois de la Bronze Star, qu'il a été... donc là, on se rend bien compte que là, on a affaire à 2 vrais professionnels sur ces questions-là.
qu'il a été dans les campagnes en Afghanistan et en Irak, mais qu'en même temps, il a occupé des postes de responsabilité au début du XXIe siècle et au Pentagone, et qu'il a même été conseiller à un moment du vice-président Dick Cheney. Donc quand on voit ces deux postes-là, ce sur quoi d'ailleurs je vais rajouter, que lui aussi considère qu'il faut introduire un rapport de force avec l'Iran et avec la Chine. Donc là, on commence quand même à voir un écho qui s'amplifie. Et il considère qu'avec l'Ukraine, il va falloir mettre fin au conflit et qu'il va falloir arrêter le conflit dès qu'on sera en situation favorable dans le rapport de force. Donc quand on entend la description de ces deux personnes qui, encore une fois, de par la nature des postes stratégiques qu'elles occupent, nous montrent bien quand même quelles pourraient être les perspectives telles qu'on est en train de les dessiner, effectivement, j'ai le sentiment qu'il est plus facile de commencer à percevoir ce à quoi pourrait ressembler une administration Trump 2 en géopolitique. Oui, parce qu'au début, si on regarde que Trump, on peut avoir une image plutôt floue, mais si on regarde son administration, on voit comment quelque chose commence à se dessiner. Donc, quelles seraient les lignes directrices de cette administration? Ce qui commence à apparaître, c'est qu'en réalité, il n'est pas impossible qu'on ait affaire à une combinaison, une sorte de patchwork, pour reprendre un terme anglo-saxon, si vous me permettez, parce qu'il n'est pas impossible qu'on soit amené à conjuguer une sorte de protectionnisme économique avec une sorte d'isolationnisme diplomatique ou en partie une tentation d'isolationnisme diplomatique. Et là, ce qui me paraît essentiel à remettre en perspective, c'est quels sont les grands courants américains dans l'histoire et dans le temps. Et là, il y a un ouvrage qui va venir à notre secours, de Gérard Chaliand et d'Arnaud Blin. C'est d'ailleurs un ouvrage qui est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a été écrit au début des premières années de la première décennie du XXIe siècle. Le titre, c'est America is Back. Donc déjà, le titre est assez intéressant parce que alors, on voit bien que là, on s'inscrit complètement dans les fameux slogans des campagnes présidentielles quand même de Trump, de façon plus ou moins proche. Les nouveaux Césars du Pentagone. Mais pourquoi est-ce que c'est important que de remettre cet ouvrage, notamment à travers deux de ses chapitres en perspective? Parce que dans le chapitre 3, qui s'intitule Machiavel à Washington, on explique ce que c'est que le courant républicain, parce que c'est ça qui va être intéressant. Et là, il y a deux figures tutélaires, c'est Richard Nixon et Henry Kissinger. Et puis, il y a le 4e chapitre, qui s'intitule lui plutôt le catéchisme de Woodrow Wilson, qui serait plutôt le courant démocrate, qui serait plutôt dans le fait justement, dans la macroéconomie, de dire « oh là là, il faut faire du protectionnisme aux États-Unis parce que les États-Unis doivent être une force géopolitique qui doivent ensuite être capables de se projeter. » Et si on va jusqu'au bout du raisonnement, on se retrouve avec deux Roosevelt. On se retrouve avec Franklin Roosevelt qui a mis en place le New Deal dans les années 30 parce que c'était une politique très axée sur les États-Unis et qui voulait faire du protectionnisme, parce qu'il faut rappeler qu'il faut Buy Americans, avec le fameux logo bleu où il s'agissait de dire il faut soutenir, après le fameux crack à Wall Street dans les années 1929, l'industrie américaine pour qu'on continue à être fort. Et je rappelle que l'une des premières mesures que Donald Trump a promis lors de sa campagne, c'est de considérablement augmenter les taxes d'importation sur les produits chinois ou sur les produits extérieurs. Mais il y a aussi Teddy. Il y a Theodore Roosevelt qui est, lui, républicain, avec sa fameuse théorie du Big Stick, c'est-à-dire qu'il faut être une puissance, mais en réalité, il faut être une puissance crainte par les autres, puisque je rappelle que même à la table avec ses amis, je viens avec un gros bâton pour montrer ma puissance, mais pas forcément pour l'utiliser. Et si on regarde bien ce qu'on est en train de dire là, mais on est en train de remarquer quelque chose. On est profondément sur des racines historiques des deux courants démocrates et républicains et démocrates, tels que tout d'un coup, on est en train de les retrouver fusionnés à travers clairement une démarche qui se veut essentiellement axée sur des accords bilatéraux, dans des réflexions qui sont vraiment commerciales et dans la recherche de retrouver un équilibre dans la balance commerciale, et qui consiste à totalement sortir de ce qu'on a appelé ces forever wars, ces guerres éternelles, 20 ans au Vietnam, 20 ans en Afghanistan, dont les Américains ne veulent plus entendre parler. Et là, si on entend bien, c'est un troisième sillon, et on sent bien
quand même que là, ça répond à une attente qu'avait le peuple américain et ça va effectivement avoir des répercussions sur la façon dont les États-Unis vont se positionner dans le monde. Oui, parce que là, on a des lignes directrices qui sont historiques, on revient sur des racines, mais si on regarde les dossiers internationaux chauds du moment, comment ça va s'appliquer? Alors là, il y a évidemment plusieurs secteurs sur lesquels vous avez raison de nous interpeller ou de nous appeler à dire concrètement comment cela va-t-il s'appliquer. Alors, sur Israël, eu égard à tout ce qu'on est en train de dire, de par les collaborateurs dans l'administration Trump, on a bien compris que le soutien à Israël serait maintenu, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que dans son premier mandat, en décembre 2017, Trump avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et qu'en 2018, l'ambassade des États-Unis s'était déplacée à Jérusalem, ce qui n'avait été fait par aucun autre pays occidental. Donc là, il y a une démarche qui est très très forte. Mais je m'empresse de préciser qu'il faut faire attention, tout ça avec aussi le souci que de ne pas se retrouver engoncé dans un conflit ou embourbé dans un conflit et dans une volonté d'un relatif statu quo, paradoxalement, et je vais m'en expliquer plus loin. Après, il y a un deuxième dossier, il y a le dossier iranien sur lequel là, on a bien compris qu'il y a une extrême méfiance de Trump et de son administration, mais que les moyens privilégiés pour essayer de contraindre le régime iranien, ça va être les sanctions internationales, car par rapport à l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure, Trump a dit non au bombardement, mais il a accru les sanctions internationales. Et là, il y a un autre acteur qu'il ne faut pas oublier, et ça aussi, ça me paraît assez intéressant dans ce qu'on essaye de tisser comme grille d'analyse, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que, en réalité, la première chose que Donald Trump a fait en Arabie Saoudite, c'est qu'il a signé l'équivalent de contrats à hauteur de 380 milliards de dollars, dont 110 milliards réservés à l'armement. Et là, on voit bien qu'il y a une logique de contrepoids, de contre-mesure, en s'appuyant sur l'Arabie Saoudite, qui reste un partenaire historique des États-Unis, face à l'Iran qu'on cherche à contingenter, logique de containment assez classique dans la logique américaine. Et on voit bien que là, ce qu'il faut, c'est appréhender la région de façon globale, déjà à travers 3 acteurs. Alors après, il y a une méfiance et une hostilité envers la Chine, dont on se contentera de dire qu'elle s'inscrit dans la continuité de Biden et des démocrates, et que là, d'ailleurs, le souci peut-être de la Chine, c'est qu'ils ont réussi sur l'un des rares points à mettre les démocrates et les républicains d'accord. Le seul petit point d'achoppement, peut-être, c'est clairement l'Ukraine. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'au début de l'année 2024, dans un contexte un peu provoquant, Trump, dans un speech, avait dit quand même que Zelensky, c'était le meilleur vendeur au monde qui soit, qu'il était même meilleur que lui. Quand on se met dans la psychologie de Trump, c'est assez révélateur. Parce qu'à chaque fois qu'il venait aux États-Unis, il arrivait à partir avec un chèque de 60 milliards de dollars et qu'il était hors de question, dans son esprit, que ça continue comme ça. Donc, c'est très révélateur sur la façon dont... quel est l'angle premier à laquelle il voit les choses et qu'il a dit qu'avec lui, ça cesserait immédiatement. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut quand même légitimement s'interroger sur le fait de savoir si on aurait eu une politique très différente sur le long terme avec un président démocrate ou une présidente démocrate, quelle qu'elle soit. Parce que là, dans la continuité, il y a un dossier qu'on n'a pas évoqué, c'est l'OTAN. Et on sait bien les foucades ou les diatribes dans sa première mandature de Trump par rapport aux pays de l'OTAN, dont il considérait qu'il n'était pas normal. D'ailleurs, on revient sur ces logiques, que certains ne payent pas l'équivalent des 2% du PIB tels qu'ils sont censés le faire durant différents accords des traités de l'OTAN. Et ça a été beaucoup plus loin en 2024, parce que là, il a même été jusqu'à dire que si ça continuait comme ça et qu'il était à nouveau élu président, ce qui est donc maintenant le cas aujourd'hui, il irait jusqu'à proposer aux Russes d'envahir les pays qui ne paieraient pas suffisamment leur budget. Donc là, bon, certains considèrent qu'il n'a jamais dit ça, mais enfin, on voit bien que la psychologie générale consiste à dire qu'on est dans une logique financière. Alors évidemment, avec les démocrates, ça ne serait pas passé comme ça. Mais, là, il y a un mais, qui va nous conduire à aller plus loin. Il est évident qu'avec tous les éléments qu'on s'efforce de mettre en place, un tempérament qui est quand même assez vif,
une concentration majeure sur un secteur des affaires qui amène plutôt à avoir des rapports sur des contrats bilatéraux que sur des alliances diplomatiques, et avec les perspectives d'une sorte d'isolationnisme géopolitique tel qu'on les a adressé, on sent bien que cette politique des affaires étrangères risque d'être plus heurtée, risque d'être plus par saccade, risque d'être plus violente. Et pas totalement certain qu'avec les démocrates, on ne soit pas arrivé sur un résultat, certes, qui serait plus inscrit sur le long terme, qui aurait été plus affable, qui aurait été certainement plus aimable, mais qui finalement serait arrivé à un résultat identique. Et ça, c'est quelque chose de très très important à souligner, parce que là, ça va finalement nous amener sur une question qui dépasse juste Trump et son administration, et qui consiste à nous interroger si en réalité, cette évolution-là ne s'inscrit pas sur un temps encore plus long. Oui, parce qu'on a beaucoup insisté sur la personnalité de Trump, on a regardé qui était dans son administration et quelles étaient leurs convictions, mais avant tout, la géopolitique, c'est une affaire de contexte, de situation globale, d'appréciation de cette situation et des possibilités qu'elle offre, et ça va avoir une influence, évidemment, sur les choix stratégiques qui vont être engagés. Oui, et en fait, pour dire clairement les choses à nos éditeurs, il y a une perspective stratégique forte qu'on va pouvoir mettre en évidence ou en exergue, et on peut d'autant plus la mettre en évidence ou en exergue qu'en réalité, elle n'est pas nouvelle. En fait, ce qu'on est en train de mettre en évidence, c'est que les États-Unis, soient démocrates ou républicains, ils sont en train d'être soumis à une tentation. Et quelle est cette tentation ? En réalité, on voit bien que depuis la stratégie pivot de Barack Obama, il y a une volonté que d'être beaucoup plus concentré sur le Pacifique, ça c'est clair, mais il y a une volonté aussi que de beaucoup plus sélectionner les sujets sur lesquels les États-Unis risqueraient d'être entraînés. Donc on est dans une perspective dans laquelle les États-Unis veulent choisir les sujets, et non seulement ils veulent choisir les sujets, mais ils veulent faire en sorte que ces sujets soient peut-être beaucoup moins nombreux que par le passé. On n'est plus du tout dans cette perspective d'un État gendarme qui interviendrait systématiquement sur n'importe quel endroit de la planète parce qu'il pense que c'est sa destinée. En réalité, on est plutôt dans une logique, et on le voit bien dans la présidence Trump, où on veut être une puissance qui s'assume comme une première puissance, mais qui est un État normal, et plus du tout un État chargé d'une mission particulière. Et un État d'ailleurs qui commence par défendre ses propres intérêts, quand bien même ça serait déplaisant par rapport à ses alliés. Et une fois qu'on est en train de dire ça, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est qu'on est en train de parler d'un monde dans lequel les États-Unis sont en train de partir. On est en train de parler d'un monde sans les États-Unis. Ou pour reprendre le titre du livre de François Hesbourg, Le monde sans l'Amérique, on se retrouve tout d'un coup dans une situation où on voit bien que les États-Unis ne seraient plus amenés qu'à intervenir qu'avec parcimonie. C'est vraiment une démonstration qui est intéressante, et en réalité que je partage. Et d'ailleurs, la vraie question, en fait, consiste pas à savoir si ça va se passer, mais dans quelle amplitude ça va se passer et à quel terme. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on voit bien, c'est que justement, il y a une phase de recul qui est très nouvelle pour la plupart des personnes qui regardent la géopolitique depuis 20 ou 30 ans, dans laquelle donc l'Amérique s'en va. L'Amérique s'en va. C'est un vide abyssal. Il y a une sorte de vertige qui nous saisit tout d'un coup et qui s'accélère d'autant plus qu'on sent bien que les tensions géopolitiques vont en s'accroissant toujours davantage et que la menace de la guerre est en train de pousser son ombre ou son empreinte toujours davantage. Vers un monde donc, il va falloir que les Européens en particulier apprennent que les menaces sont fortes, qu'elles concernent des enjeux existentiels et que, en réalité, d'abord et avant tout, et peut-être même exclusivement, c'est la géopolitique qui préside à nos destins. On le voit bien, Fabrice, ça nous amène bien plus loin qu'une simple mandature de 4 ans. On va réfléchir sur les perspectives qui s'ouvrent à nous. Merci beaucoup. Merci à vous.
Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.